Après 6 semaines de ce début de saison NBA, on a choisi de se faire nos kiffs. Alors on va faire des joueurs, on va faire aussi des kiffs, des équipes, pardon. Il y aura dans tout ça des joueurs ou des équipes un peu inattendues, puis aussi des stars qui confirment et qui continuent à progresser. C'est ce que tu m'as choisi toi aussi de ton côté. Donc vous nous appelez maintenant pour discuter avec nous de tout ça. Alors le premier sujet, je vais te dire tous les sujets, comme ça ensuite vous nous appelez en fonction. Donc la progression d'une star ou une star établie qui continue de nous faire kiffer, parce que c'est bien le mot qui nous fait kiffer. Ensuite, on ira sur un joueur inattendu, donc un mec qui crève un peu l'écran, qui sort de nulle part, qu'on n'avait pas prévu. Ensuite, on fera le français le plus kiffant, d'un point de vue personnel. Personne n'a pris Victor, sinon c'est trop simple, je préfère vous le dire. On en fera des vidéos spéciales Victor, il n'y a pas besoin de... Évidemment. Ensuite, on ira chez les équipes, l'équipe qui nous a le plus surpris dans ce début de saison, et puis l'équipe la plus inattendue, qui a des bons résultats, qui nous fait kiffer, soit dans le jeu, soit pour un coach, enfin bref, on peut trouver beaucoup de choses. Donc c'est l'occasion aussi d'avoir tous vos avis. Dites-le aussi dans le chat, je vais essayer d'en prendre un maximum. Erwan, je veux que tu ailles déjà nous dire quel est ton joueur qui te fait le plus kiffer, et là j'englobe absolument tout, donc des stars, des mecs qui confirment, etc. C'est une histoire de contexte, mais c'est vrai qu'en ce moment, depuis la blessure de la superstar d'Orlando, ce que fait Franz Wagner, je trouve ça exceptionnel. Vraiment, cette espèce de take-over, comme on aime à dire, il était déjà très bon en second, en lieutenant de Paolo Banchero. Le Magic fonctionnait très bien. Blessure de Paolo Banchero. Et là, derrière, j'aime déjà l'attitude, le fait de se dire, OK, vous inquiétez pas, venez sur mes épaules. En plus, il a son frère qui back up aussi. Pas qu'un peu, Et puis derrière, c'est dans le jeu, c'est filez-moi les gonfles. On sait que c'est quelqu'un qui ne se cache pas, qui n'a pas peur. Et là, je vois les 2 derniers matchs notamment, où qui se jouent dans le Money Time, que ça soit à Los Angeles face aux Lakers ou le match d'après, c'est lui qui donnez-moi la balle, je vais mettre les gros tirs, je vais pas m'échapper, j'ai peur. C'est un mec aussi qui est bon des 2 côtés du terrain et qui, mine de rien, depuis la blessure de Paolo Banchero, il a plus de 25 points par match avec des vraies sorties qui marquent les esprits. Il est à un niveau ni plus ni moins d'un All-Star. C'est un des meilleurs postes 3 de la ligue depuis la blessure de Paolo Banchero. Clairement, c'est vrai que le match à Crypto.com Arena contre les Lakers, c'est tout du match statement. Un match que tu dois perdre, un match où tu mets 3-4 tirs exceptionnels, dont le game winner dont tout le monde se souvient. C'était la première défaite des Lakers à domicile. Je peux te dire que ça a beaucoup tourné aux États-Unis. T'as raison, ça ça marque les esprits pour une future candidature à l'élection du All-Star Game. Et surtout Orlando qui continue de gagner. Ouais, c'est vrai. En fait, faut toujours allier ça à des résultats collectifs. Et là, c'est le cas. Quand on cherchait des sujets là sur la libre antenne tout à l'heure en réunion, on parlait des mecs qui scorent mais qui gagnent pas. Bon, ça a toujours existé dans la ligue, mais c'est vrai que scorer NBA on en a toujours vu, mais il faut que ça soit marqué 40, 50 points, 60 pour certains. Si derrière c'est pas lié à des résultats collectifs, ça a pas la même saveur. Clairement. Alors, quelques stats pour ton Paolo Banchero, pas du tout, pour ton Franz Wagner. Je réponds au mec en même temps, puisque vous êtes déjà très nombreux au standard pour passer à l'antenne. Orlando est donc 3e de la conférence Est avec 11 victoires et 7 défaites. Et sache que cette saison, Franz Wagner est à 23,6 points, 5,8 rebonds, 5,6 passes, donc 23,5, ça c'est les stats de haut niveau. J'ajoute à ça aussi 47% au tir, 35 à 3 points, mais surtout depuis 10 matchs. Donc à peu près la blessure de ce bon vieux Paolo, de ce bon Paul. Il est à plus de 27 points par match. 27 points par match, avec toujours les mêmes pourcentages, donc 47, 35. Je rajoute aussi à ça plus de 6 rebonds et plus de 6 passes. Donc ça aussi, forcément, bien sûr, c'est important. C'est un mec complet. Alors c'est pas il peut en faire des passes sur des fixations pour des dunks, mais c'est surtout un très bon mec qui drive et qui kick pour aller trouver des mecs ouverts à 3 points. Il est très fort là-dessus. Et puis bon, on rappelle, c'est un mec qui fait 2m7, 2m6, 2m7. Il est très grand, il va au rebond, beaucoup, offensif notamment. Donc c'est un joueur très complet. De toute façon, on n'arrête pas de le dire, c'est vraiment le poste 3 que si... Un archétype 3, quoi. T'arrives en centre de formation, on te dit, tiens, tu vas devenir un poste 3, il faut regarder ce que fait Franz Wagner. Tout à fait. Ils sont à 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Donc tout va dans le sens sur les stats que je viens de vous donner. On enchaîne là où t'as Bitadze quand même, parce qu'on a beaucoup. Bien sûr. De toute façon, ils font tout ce qu'il fait. Ils font kiffer Jalen Suggs, Bitadze. Il fait kiffer la déo et des bas, mais bon, défensivement, il est exceptionnel, le mec. Donc rien à dire. Bravo au Magic. Moi, j'enchaîne sur une superstar. J'étais obligé de prendre les Lakers, vous me connaissez. Mais c'est surtout pour marquer la confirmation de son niveau de jeu et de son nombre de matchs joués. C'est évidemment Anthony Davis. Anthony Davis est en train... Tu sais, souvent on dit... Pour être MVP ou pour ce genre de choses, il faut faire au moins 2 saisons complètes. Alors, on est loin de faire une 2e saison complète. On a connu son niveau aux Pelicans et parfois aussi ses bas avec les Lakers. Là, il est d'une sobriété et d'une efficacité.
peut-être qu'on avait oublié ça. Bon, l'année dernière, il est au NBA, il y a rien à dire, il est très très fort, les Lakers marchent plutôt bien, entre guillemets, avec 46 victoires. Là, il confirme complètement ce qu'on a pu dire de très très bien sur lui l'année dernière. On a perdu Joel Embiid pour l'instant. Je pense qu'il est clairement remplacé par Anthony Davis. Le début de saison d'Anthony Davis est exceptionnel. Par l'attitude, encore une fois, on va de toute façon, moi j'aime quand je vois tellement de dingueries chez certains que j'aime mettre l'attitude chaque fois quand même en avant. Et puis dans la justesse de ce mec-là, oui, t'as raison Thomas, il y a 2-3 ans, il nous rendait fous, on l'a vu en live à la salle, dribbler, la nonchalance. Là aujourd'hui, c'est un poste 5 qui sait faire des choses de poste 4, voire de poste 3. Mais ça reste un 5, il joue 5 et il fait des choses de 5. Et ça change tout dans sa manière d'être, dans la manière de rentrer dans les matchs et de jouer juste, et forcément ça change aussi le visage des Lakers. Aujourd'hui pour moi c'est le leader sportif, appelez ça comme vous voulez, statistique des Lakers. LeBron reste toujours le leader parce que c'est LeBron, mais vous avez compris là où je voulais en venir, et je le trouve d'une justesse exceptionnelle. Aujourd'hui quand il tire à 3 points, alléluia, bravo, c'est que des bons tirs parce que derrière il est allé pilonner proche du cercle, il a mis 2 mid-range, et que derrière les mecs, on est milieu du premier quart-temps, ils ont déjà la tête comme ça, et ils ont demandé un Doliprane au dernier temps mort parce qu'ils savent plus comment défendre sur lui. Donc ça, c'est en attaque. Il est bon passeur aussi. Il remet du post-up. Enfin, moi, chaque fois que je regarde les Lakers, je regarde Anthony Davis, je me régale. Pour la première fois de sa vie, si ça tient bien sûr, il serait à 30 points par match. Il a 30,1, et t'as parlé de ses tirs à 3 points. Pour la première fois de sa vie aussi, il est à 40% à 3 points. Encore une fois, c'est qu'un échantillon de 15 matchs. Il met 40 face à Victor. Ouais. Il met 40 aussi. 41 face à Orlando. Il a fait 3 fois 40 au début. C'était la première fois dans l'histoire des Lakers, tout ça. Voilà. De toute façon, il est très très fort. Il est très très fort. Il fait kiffer. Il était obligé de le citer. Je trouve qu'il fait partie des mecs qu'il faut citer. Tu vois, Anthony Davis, il y a eu trop de fois où je l'ai regardé trop longtemps, même ça a duré. Tu es là, là, tu le regardes, c'est bonheur, quoi. Il est épanoui. Ouais, ça, complet. Bon, est-ce qu'on n'accueillerait pas notre premier auditeur qui n'hésite pas à finir les matchs au lancer quand même. Ça, c'était bien vilain. Je préfère pas en parler. Mais bon, on lui pardonne. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'on n'accueillerait pas notre premier auditeur? Bien sûr, on est là pour eux. Qui va nous parler d'une star, j'espère. Tom, est-ce que tout est OK? Non, mon Tom, c'est pas bien ce que tu fais. Allez, très bien, on accueille un premier auditeur. Tom Ciaravino n'a pas bien compris le concept de ce soir, mais je t'aime quand même, Tom. On va accueillir le premier auditeur, on va voir de qui il veut nous parler alors. Allez, c'est parti, dis-nous tout. Est-ce que quelqu'un est là? Tom Ciaravino, est-ce que vous... Dites-nous les mecs. Aïda, je sais pas ce qu'ils font. Il est en train de m'écrire, alors on enchaîne, très bien, c'est une belle émission d'amateur ça. Bravo alors, qu'est-ce que tu me dis Tom? Vous pouvez ouvrir la porte et nous dire, hein, si ce serait peut-être plus simple. Ils sont avec nous, il y a un petit problème de son. On est en train voilà, très bien. Je peux faire une petite animation en attendant. Ah bah si tu veux, ouais. Vas-y, envoie le plein. Voilà. D'accord. Allez, salut, est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien. Ah ben voilà. Comment tu t'appelles? Bilal. Mais voilà, salut c'est Bilal. Ça. Non mais attends, la phrase elle est incroyable. Je t'explique un petit peu, Mr. Bilal. Incroyable. Parce qu'il y a quelqu'un qui va passer tout à l'heure pour parler de Bilal. Je sais, ouais. Donc le gars, Tom il me dit, Bilal c'est le premier. Je fais quoi? Mais Bilal c'est plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Il fait, mais non, c'est son prénom. Comment ça va Bilal? Ça va, vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Ça va. On est content de t'avoir parmi nous. Et donc on va te poser la question, d'après toi, qui est ton joueur le plus kiffant de ce début de saison? Et là on peut prendre les stars, bien sûr, en NBA. Moi je vais être dans la continuité du début de saison et surtout dans le haut classement, c'est-à-dire que je vais prendre Evan Mobley des Cleveland Cavaliers. Ça reste cohérent. C'est un joueur qui fait que d'évoluer. Honnêtement, il fait que d'évoluer et ça devient de plus en plus ce joueur moderne. Je suis assez d'accord avec ça. Et je vais aller un peu plus loin sur Evan Mobley. C'est qu'il y avait beaucoup d'attentes quand il est arrivé, à juste titre. Mais je trouve que l'année dernière, il y a eu un moment donné, t'as raison, il continue à progresser, mais peut-être pas aussi vite que ce qu'on l'espérait. Et j'ai l'impression que comme surtout des joueurs de grande taille comme ça, il a trouvé un coach.
et qui arrive à le faire jouer, comme un vrai poste 4, qui lui donne des situations de poste 4. On l'a vu d'ailleurs dans une palette du First Day Show. Et je suis assez d'accord avec toi. On le voit maintenant alterner entre des choses de grand, mais des choses aussi de 4 qui arrivent à s'écarter avec ce mid-range, avec ces grands départs en dribble loin du panier. Et c'est en train d'en faire le joueur qu'on attendait depuis qu'il a été drafté. Je te rejoins complètement là-dessus, Bilal. Ouais, en effet, les gars. Clairement, c'est un joueur qui fait que d'évoluer et est capable, comme tu l'as dit, avec sa palette technique de catch 3 points direct, c'est-à-dire catch and shoot, catch and drive. Il commence à avoir ce réel IQ. Voilà, c'est-à-dire ce mouvement. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, à l'heure actuelle, l'équipe fit bien. C'est-à-dire que ça bouge très bien et lui, il est cette pièce centrale. Il y a des joueurs exceptionnels, certes, mais on peut le voir de toute façon sur le début de saison. Moi, je le trouve vraiment. Il pourrait être. Comment s'appelle le trophée MIP du joueur qui a le mieux évolué? MIP. C'est ça. Il pourrait être MIP, tout à fait. C'est vrai que. Il est en pleine progression, tu as raison de souligner le coach et le rôle qu'il lui donne, il est beaucoup plus agressif et tout ça. Ça se retransmet pas trop dans les stats finalement. Je vous donne les stats de notre ami Evan Mobley. Mais visuellement par contre c'est fou, tu vois. C'est vrai, mais je te donne ces stats. Voilà, 15,7 points, 9 rebonds. Ça c'est l'année dernière. Je rajoute aussi 3 passes décisives, je vous donne les pourcentages, 58 et 37%. Cette année il est à 17,6, donc finalement il n'y a que 2 points d'écart. Je dis entre guillemets que 2. Il prend même moins de rebonds, il a 8,9. Il fait même moins de passes que l'année dernière. Tu vois, c'est quand même étonnant. Ça peut s'expliquer, je pense. Par quoi ? Par le fait que le collectif des Cavs et le gâteau est beaucoup plus partagé que l'année dernière. Pas tant que ça, finalement, non ? En tout cas, alors il y a la vision, elle marche mieux, l'équipe, il n'y a pas de doute. Oui, mais regarde, Donovan Mitchell, il met beaucoup moins de points. Oui, d'accord. Donc elle devrait être là, parce que le banc amène beaucoup plus de choses aussi. Parce que s'il se passe beaucoup plus la balle et tout, moi ça me. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas bien, je le trouve beaucoup plus fort, je préfère à le dire. En revanche, non mais c'est par rapport à la question du MIP. Ça, c'est pas des évolutions de joueurs qui le feraient même. On sait que pour le rookie de l'année, le bilan ne compte pas. On sait que pour le MVP, le bilan compte. Pour le MIP, si tu te retrouves avec le ou un top 3 bilan de la ligue et que tu es à plus, tu as 2 points et demi, juste 2 points, mais que tu as un rôle, je sais pas en fait, dans le calcul. 2 points. Non, mais puis il faut que tu sais, quand on fait les trucs, il y a toujours le delta, quoi. À un moment donné, il faut que tu as 4, 5, 6, 7 points de plus. Et que tu deviennes une star. Lui, il a déjà été All-Star. J'espère que le MIP n'est pas juste calculé sur, genre, tu fais plus 8 points, quoi. À voir. Ça compte énormément. Ouais, ça compte. Excusez-moi de vous couper, les gars. Bien sûr, vas-y. Après, je comprends qu'il n'a pas les stats de l'an dernier. Ça a baissé. Non, ça a augmenté en points. C'est augmenté de 2 points, plus de 2 points. Ah, c'est à plus de 2 points, excusez-moi, j'ai mal entendu. Mais moi, je peux comprendre qu'en gros, niveau points, ou même niveau assist, il n'est pas des stats énormes. Parce que aussi, il faut savoir qu'il y a 2 croqueurs, ou surtout 2 joueurs qui prennent plus leurs responsabilités cette année. C'est-à-dire, voilà, ils ont encore plus la balle. Mais comme il l'a dit, il a très bien dit, le gâteau est très très bien partagé. C'est-à-dire en soi, c'est un joueur de système excellent. Clairement. Voilà, la grande question que je me pose, et je suis d'accord pour dire qu'il fait partie des joueurs qui me font le plus kiffer en ce début de saison. En revanche, il faut qu'il nous donne une saison entière. Ah oui. Souvenez-vous, il fait une très belle année rookie, il n'est pas rookie de l'année. L'année dernière, il y avait une blessure, d'ailleurs, à cette époque-là, qui l'avait freiné vraiment dans sa... Qui avait flingué l'équipe aussi. Absolument, et il fait une bonne série, en play-off, qui le remet un peu... Contre Orlando, ouais. Franchement, il est meilleur, il est bien... contre Orlando? Non, c'est le deuxième tour, non, plutôt. Le deuxième tour, je crois qu'il est meilleur. Attends, je vais vous dire ça vite fait. Contre Boston, il perd en 5, mais lui, il est en 21-9. Contre Orlando, au premier tour, il est en 12-9, par exemple. Ouais. Tu vois. Mais là, je sais que je me rappelle bien, il est très bon contre Boston. En tout cas, on sent qu'on est en train de revoir son potentiel de All-Star à un moment donné. C'est exactement ce que je ressens aujourd'hui, mais j'ai peur qu'il ne soit pas capable d'enchaîner des saisons entières.
Ça, il y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Mais ce sera pas le premier, malheureusement, avec des grandes échasses comme ça, à être blessé un petit peu trop souvent, ce qui pourrait frustrer tout le monde. En tout cas, quand je le vois se mouvoir, je vois pas un mec qui m'inquiète sur des blessures. Alors, c'est un grand fin, mais il y en a d'autres qui m'inquiètent beaucoup plus. Je pense, par exemple, à Porzingis, dès qu'il tombe par terre, j'ai l'impression qu'il va prendre 6 mois. Et d'ailleurs, il prend 6 mois. Mais Porzingis, c'est l'expérience qui nous fait dire voilà. que là, sa 4e année, l'année dernière, il rate plus de 25 matchs. 30 matchs même, il manque, tu vois. Donc, à voir. C'est juste ce que je dis, c'est confirme, mon grand. Fais une saison entière, donne-nous une vraie bonne saison, et on pourra peut-être à un moment donné repenser à un trophée de défenseur de l'année, ce genre de choses, pour lui. Merci Bilal de nous avoir appelé. Merci Bilal. Je vous remercie les gars. Bonne soirée, bon courage. Ouais, merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. On enchaîne avec un autre Erwan kiff de ce début de saison. Là, on va sur le joueur inattendu, vraiment un gars qui sort un peu de nulle part, entre guillemets, ou qui est très jeune, et qui te fait kiffer, tout particulièrement. Les deux? Ça peut être les deux, bien sûr. Moi, c'est Moussa Diabaté. Ah, j'ai pas dit français. J'aimerais ton américain. Mon américain, qu'est-ce que j'ai marqué? Tu as mis Scottie Pippen Jr. Scottie Pippen Jr. Évidemment, Scottie Pippen Jr. parce que je trouve que l'histoire, elle est cool, mon gars. Je trouve que ce gamin, il a morflé. Alors, on parle beaucoup de Bronny James, hein, de son père qui est un petit peu omnipotent. Le pauvre Scottie Pippen Jr., il a rien demandé à personne. Il s'est retrouvé avec des histoires de cœur, pour pas dire d'autres histoires, alors qu'il a rien demandé à personne, avec son père un peu victimisé, avec sa mère un peu volage, dans des histoires un peu cheloues. Et lui s'est même retrouvé dans un vestiaire avec un mec qui un ex de sa mère, un ex de sa mère, oui. Et qui ça lui a valu v'là des moqueries. Et on se disait, bon, ce petit, il est là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, accessoirement, hein, pendant qu'on se foutait de sa gueule, enfin, que certains se foutaient de sa gueule, il froissait la G-League, mais un peu où personne s'y intéressait. Bon, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que ce gars-là s'est fait un nom. Alors, quand tu t'appelles Pippen, ben, il s'est fait un blaze, qui profite pleinement de la blessure de Ja Morant, même s'il il montrait des choses avec et aux côtés, de Ja Morant. Et je suis très content de voir ce qu'il fait parce que c'est pas un physique énorme, il fait 1m84, c'est pas un athlète hors norme. Par contre, c'est un super basketteur qui sait faire plein de choses, il fait 20 cm de moins que son daron. Par contre, il a le point commun avec son père, c'est qu'il sait tout faire sur un terrain. Ouais. Et je trouve que d'arriver à Memphis, dans cette franchise qui, malgré l'enchaînement de blessures, parvient toujours à lancer des joueurs, à inventer des joueurs et à rester compétitif, ben, je trouve que le début de saison de Scottie Pippen est très surprenant et très cool, et que l'histoire est belle pour ce gamin qui prend certainement une revanche sur pas mal de gens. Ça, c'est clair. L'année dernière, il était déjà aux Grizzlies et il avait fini la saison en trombe. Il était à 12,9 points l'année dernière, 4,7 passes, 3 rebonds. Donc il avait bien fini dans une fin de saison qui valait rien d'un point de vue collectif pour les Grizzlies. Et ben il confirme cette année en 17 matchs, il a été 8 fois titulaire. Il joue 26 minutes par match. Il a 12,6 points par match, 5,9 passes et 4 rebonds. Avec des super pourcentages, il a 48% au tir et 40% à 3 points. Oui, c'est clairement un vrai joueur NBA. Il a fait des sorties en triple-double. D'ailleurs, ça a été il a fait en sorte que ça soit le premier duo père et fils, alors pas en même temps, mais ça a de la gueule quand même, à faire un triple-double en NBA. Il a fait une sortie à 30 points. Il a pas froid aux yeux. Il met dedans. Alors, c'est pas un shooter très rapide, hein, c'est pas Klay Thompson, mais quand il a le temps de mettre ses appuis et hop, il balance, il met dedans. Puis voilà, je trouve que, et puis des gars, tu vois, il est là, il est content d'être là, il en fait pas des tonnes, il parle pas. Voilà, je trouve que c'est une très belle revanche de ce début de saison, le petit Scottie Pippen Jr. Le match dont tu parles, c'est il y a 2 jours, hein, face aux Bulls, c'était à Chicago, donc 30 points, 10 rebonds, à 13 sur 16 au tir. Match magnifique, hein. Match d'une vie peut-être, hein. On lui souhaite de confirmer ça. Mais c'est un vrai bon joueur de basket. Mais tu vois, je sais pas si un jour ce mec-là finira meneur titulaire d'une équipe, mais par contre c'est un coup sûr, un excellent backup, et il pourra faire carrière en étant un excellent backup NBA dans des équipes ambitieuses. Clairement, je suis plutôt d'accord avec toi. Autre joueur, dans les joueurs qu'on aime bien, on vous rappelle qu'aujourd'hui on discute des joueurs qui nous font kiffer dans ce début de saison, et il y en a un donc on avait un petit peu parlé dans la pré-saison, moi qui me fait kiffer tout particulièrement, c'est Grady Dick des Toronto Raptors. Profil, alors là tu parlais d'un petit mec d'1m84 meneur et tout, là on a un arrière qui est très grand, et très long, il est très impressionnant physiquement, qui est d'une adresse plus que redoutable, hein, c'est clairement un shooter. Il est déjà à 18 points par match cette saison. Alors encore une fois, c'est aux Raptors, on peut en dire ce qu'on veut, machin, non, mais à un moment donné, il y a un mec qui était à 8 points au rookie l'année dernière, qui est à 18 cette année, et qui montre toutes les qualités pour être un titulaire de NBA, plutôt sur le scoring et le shoot extérieur, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est un mec que t'aimes bien, Grady Dick? Ouais, c'est un mec que j'aime bien parce que dans ce basket de beaucoup de 1 contre 1, de dribble, de
où on va créer son tir après 4-5 dribbles, où on veut aller dunker sur les mecs, ou ce basket d'athlète de plus en plus. Alors Grady Dick, tu l'as dit, c'est quand même un athlète assez incroyable. Il est grand, il est long, mais j'aime encore ces mecs un peu à l'ancienne, capables de, sur des sorties d'écran, sur des attrapés, jouer sur 2 dribbles, être capable de créer un tir, d'aller agresser. Et puis c'est un peu un insolent. Il a ce côté, il a ce côté un petit peu, des années 70, un peu branleur, tu vois. Il me fait penser dans l'attitude un peu à des Pete Maravich, à des trucs comme ça, ou sur le côté un peu provocateur, un peu, tu vois, juste, il parle pas des masses, mais juste avec du sourire, avec des, voilà. Je trouve qu'il est, il a un truc à part, unique, ce gars. Clairement, il a un peu de ça, t'as raison. Je vous donne ses stats, du coup, je vous le disais tout à l'heure. Il est à 18 points par match. Il tire 14,5 fois par match. Il est pas timide. Hein. C'est un gourmand. Ah, mais oui. Par contre, c'est le genre de mec qui tire, la balle lui revient, il retire, il fait kiffer. C'est un personnage. Et souviens-toi, la draft, il déboule avec son costard brillant, sourire à la Golden Boy, tout ça et tout. C'est, moi, je suis là, les gars. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la draft de Victor. Qu'est-ce que tu me racontes? En fait, personne n'est là pour toi. Si, vous allez voir. Je vais, moi aussi, prendre mon moment à moi. Et quelque part, ce qu'il fait à la draft, c'est ce qu'il fait dans sa carrière NBA. Je prends mes moments à moi. Oui, à Toronto, il y a des absents, il y a des blessés. Oui, à Toronto, en reconstruction, pas de problème. Il y a du temps pour moi. Tu me mets sur le terrain, je prends à moi. C'est pas, et c'est ce qu'on a reproché pendant des années à plein de joueurs, notamment à certains Français, d'être attentiste, de pas saisir sa chance. Lui, il n'y a pas de ça. Lui, il est là, il sait pourquoi il est là. Sans quand tu passes de 8 à 18 points par match en NBA, c'est pas un hasard. Hein. C'est pas juste, t'es dans une bonne période. Hein. Absolument. Est-ce que t'as sa fac? Kansas. Bravo, tout à fait. C'est un enfant du Kansas et c'est en effet sa fac, drafté l'année dernière en 13e position. En 13e position de la part de Grady Dick. Alors, on va continuer. Je vois vos messages là pour citer les mecs que vous aimez bien. Je vais les prendre juste après. C'est intéressant et on pourra en discuter un petit peu. Mais en attendant, on va recevoir un nouvel auditeur. C'est Leonardo qui nous a appelé et qui va lui aussi, j'imagine, nous parler d'un joueur jeune ou à potentiel qui kiffe dans ce début de saison. Salut Leonardo. Salut Leonardo. Salut. Bonsoir. Ça va? Ouais, impeccable. Bonsoir Leonardo. Ça va, ça roule? Ça va. Écoutez, moi je vous appelais pour parler de Stephen Castle. Allez. J'avoue, il me fait turbo kiffer en ce moment. Turbo kiffer. Pas mal. Je connaissais pas l'expression turbo kiffer. Ouais, on a l'idée. Ben, tu vois, tu kiffes, mais c'est vraiment plus. Un peu à la Victor l'année passée. Tu sais, c'est quand tu regardes les matchs des Spurs à 2h du mat ou. Les Spurs, c'est mieux que l'année passée, mais on va pas se mentir, c'est pas foufou. Enfin, même si on a un bon équilibre, on va dire que dans le visuel, c'est pas toujours fou. Il y a des moments, des fois, où à 2h du mat, bah, tu t'endors. Et puis là, t'as Stephen Castle sur 2 actions. Il est pas super efficace à 3 points. Par contre, il rend sa filoche, fait un Eurostep. Une fois, il met un Tomar. En défense, il fait vraiment kiffer. C'est vraiment un joueur ADN Spurs. Je sais pas comment dire. C'est vraiment, je fais la passe en plus, je défends le plomb. Et puis, j'ai pas envie de dire qu'on avait des autres attentes sur lui, mais si quand même, c'est un 4e choix de draft. Et il fait kiffer. J'aime beaucoup. Mais je crois que ta définition de Stephen Castle, je crois que c'est exactement pour ça, à la lettre près, que les Spurs l'ont choisi. Hein. Tu parles d'ADN Spurs, c'était un joueur qui était physiquement en avance. À la fac, il dominait surtout parce qu'il était beaucoup plus physique que les autres, avec une technique déjà bien maîtrisée. Et t'as raison, moi je trouve qu'il se greffe parfaitement. C'est une espèce de Bruce Bowen, mais bien plus abouti offensivement. Mais c'est vrai que défensivement, il se met des sacrés pelés. Moi, je trouve que dans son tir, il va progresser parce que je le vois en mettre certains. Je me dis ça, quand tu mets ça à ce moment-là de ta carrière, ben là, t'inquiète pas, tu vas progresser. Et puis, c'est un athlète, il va mettre des tomards. Et puis, il y a un truc qui est cool. Et ça, je pense que Victor, dans sa quête d'aller un jour gagner un titre, c'est qu'il est des défenseurs extérieurs qui regardent n'importe qui en face, yeux dans les yeux. Ça, tu vois, quand tu veux voyager, quand tu veux aller gagner des titres, quand tu veux aller gagner des matchs à l'extérieur, quand t'es mené en play-off, ça, c'est des mecs avec qui tu voyages. Donc, bravo, Stephen Castle. Il a pas peur, il a vraiment pas peur de se prendre les extérieurs adverses. Il me semble que c'est Bilal Koulibaly qui avait sorti la quote récemment. Il disait j'ai commencé à bien mieux défendre le moment où j'ai arrêté de respecter mes adversaires. Et t'as l'impression que Castle, c'est vraiment ça. C'est en fait, je m'en fous entre guillemets si en face de moi j'ai Steph Curry ou un mec lambda, je vais défendre pareil et donc je vais bien défendre quoi que ce soit. Et je trouve vraiment fort sur cet aspect. Après, offensivement, il peut quand même s'améliorer. Mais bon, je veux dire,
Là, les derniers matchs qu'il fait, il est sérieux. Il manque un peu d'adresse à 3 points, mais en pénétration, il est hyper efficace. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression, c'est pas un Folland parce qu'il est rapide quand même, mais son Eurostep, t'as vraiment l'impression qu'il le ralentit. Moi, je crois que c'est fait exprès. Hein. Moi, par contre, je crois que c'est un Folland, vraiment. Je crois vraiment que c'est un Folland. Moi, je suis même pas sûr qu'il soit lent tout court. Hein. Non, mais Folland dans le contexte NBA. Oui, exact. Mais c'est ça. Il y a d'autres mecs, on peut vraiment dire son Folland. Moi, j'ai l'impression qu'il est juste pas le plus rapide, mais il est pas du tout lent, quoi. C'est sa technique. C'est quoi qui le rend lent? Il arrive à ralentir, c'est sa plume, c'est une technique, ça. Je trouve que sur ses, mais parce que il est sur ses premiers pas, il a pas le meilleur premier pas du monde, ça c'est sûr. Il fait jamais une différence. Il y en a beaucoup en NBA, ça. Hier, je regarde Rob Dillingham démarrer. Bon, ça va très très vite. Oui. Mais c'est ça que je te dis. Non, mais par contre, ce qu'il fait, c'est que même quand il démarre et qu'il est bien défendu, qu'il est à l'épaule, il est tellement gaillard qu'il fait des écarts par le physique et par sa technique. C'est ça que j'aime bien. C'est juste un autre. J'entends, mais à côté de ça, il fait jamais premier dribble layup, tu vois. Ça, c'est sûr, il a pas le meilleur premier pas du monde, mais il a des cannes de ouf. À côté de ça, je le vois faire des alley-oops de malade, être très 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 facile de pied de main. Mais on parle pas de la même chose là. Oui. Bah, moi, je te parle de ses cannes, c'est que en fait, depuis le début, tu nous disais que tu le trouvais un peu lent et tout. Moi, j'ai jamais trouvé qu'il était lent. Je trouvais au contraire sur les 1 contre 1, je disais. Oui, il avait pas un bon premier pas. 1 contre 1, premier pas. Oui, j'ai compris. Je dis il a pas le meilleur premier pas de la NBA, ça y a pas de doute. Mais Folland, il y a un peu. Votre gars, il était Folland. Oui, mais c'est un athlète. C'est un athlète de haut niveau. Folland, il y a le côté où il est sous-dimensionné. Sous-dimensionné, je mets des grands guillemets, mais moins athlète que les autres. En fait, il était lent tout court. Hein? Le gars était lent tout court. C'est pour ça qu'on disait Folland, parce qu'il passait les mecs. Luka, il est Folland, comme maintenant qu'il est gros. Mais en fait, il passe tout le temps, le mec. Ouais, mais non, parce qu'en fait, Castle, il fait un truc très différent. Enfin, très différent, non, mais sur son Euro, sur son 2 pas, en fait, t'as vraiment un moment où il s'arrête avant de sauter. Sur le deuxième pas, bien sûr. Et il le fait 2-3 fois par match, tu vois, et t'as vraiment l'impression où en fait il prend son deuxième pas et juste avant de sauter, il s'arrête et t'as tous les défenseurs qui sautent parce que c'est le moment où. C'est Luka qui faisait ça en premier. Oui, je suis pas en train de dire que c'est nouveau. Et attention, ah ouais, d'accord, agressif Leonardo. Tu le reprends, il a raison. Calme-toi, ça existe depuis toujours, ça. Je vais appeler Sprinter, on va régler ça entre nous, je te dis tout de suite. Bandeau bleu. C'était mon préféré, Leonardo. Ah ouais, moi c'est Raphaël, toujours Raffaello, la famille. Le leader. Ça c'est le chien fou, ça. Avec les 3 là. Non, c'était Michel-Ange le chien fou, avec les. Mais non, Michakou. Non, lui était bébête. Michelangelo, lui, c'était l'intello, machin, et Raffaello. Donatello, l'intello avec le bandeau violet. Alors Raffaello, c'est le bébête alors. Il y en a qui est bête. Oui, Raffaello, c'est le. Il sert à rien. On va dire. Enfin, Gon, c'est violent, mais c'est le plus idiot de la bande. Voilà. Sinon, c'est le plus. Mais ça, c'est celui qui a l'orange là, qui a le bandeau orange. Donc le rouge, c'est Raffaello. Et l'autre, c'est Leonardo. Leonardo, c'est mon préféré, moi, c'est le bleu. C'est t'as dit aussi. Les deux katanas. Oui, le katana. C'est mon préféré, le leader. Belle séquence. Pourquoi on parle de ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Léonard, arrête-toi avec ton nom. Leonardo. Non, mais j'appelle Léonard, c'est un français ou pas? Il est français. Je sais pas, il nous a dit Leonardo. Je suis moitié-moitié. Je suis moitié français, moitié italien. Et tu viens d'où? Tiens, dis-moi. En Italie, je parle. Tu viens d'où en Italie? Mon papa est de Milan. J'ai étudié à Milan jusqu'à l'année passée, puis là je suis en études en Angleterre. Mais Milan. Très bien. T'es au moins trilingue, c'est ce que tu nous dis. Oh, ouais, c'est ça. Très bien. La classe. T'es à 2 doigts qu'on te demande à faire la prochaine phase en italien et en parlant de basket. Ah, ça serait lourd. Se volete posso, però non so se è meglio per voi. Putain, ça fait des bravo, on y est, putain. J'ai passé un très beau week-end à Milan à l'époque, back in the day. Sur un Final Four gagné par le Maccabi Tel Aviv, très beau souvenir de Milan. Écoute, je peux comprendre. On reviendra avec toi en tout cas. On y retournera avec toi. On demandera en tout cas si on y retourne quelques infos sur la ville. Ah bah oui. Ah bah ouais. Puis après c'est pas l'équipe d'Europe, mais il y a quand même une bonne équipe de basket. Je suis allé voir pas mal de ces matchs. Oui. Olympia. Exact. Et puis surtout il y a la chance. En fait, c'est connu, mais Armani, le boss George Armani, qui est sponsor de l'équipe, vient souvent au match. Donc t'as souvent la chance de l'avoir en premier rang.
D'accord. Donc voilà, c'est pas au niveau NBA, tu vois, mais il y a quand même. Attends, tu rigoles ou on quoi? respecte quand même, hein. Ouais. Je Ouais, respecte. mais bon, c'est pas une star hollywoodienne, tu vois, c'est un peu plus. quand même. Bon, ça reste. Ça Il a reste monté un empire, le mec. On va pas faire passer Armani pour un random quand même. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais bon, tu sais, quand tu vois sur les courtside des US, t'as 10 stars hollywoodiennes. Bon, là, t'as Armani, tu vois, t'as que lui, mais bon, entre guillemets. Ça marche que à New York ou à Los Angeles, hein, parce que, gars, je te garantis qu'à Minneapolis, il n'y a pas de star hollywoodienne, hein. Il y a Charlotte non plus. Ouais, Hein. j'avoue. Ah ouais, c'est ça le truc. Ouais, bon. Bon, très bien. c'est vrai que- Bon, merci en tout cas, Leonardo. Leonardo, tu nous as régalé. Ah ouais. Tu nous as régalé. Ah, L'analyse, vous aussi, hein. la phrase en italien, bravo. Bah, no problème. Prochaine fois, je ferai tout en italien. Ah ouais, on risque de rien piper par contre. Hein. Ah, ça risque d'être compliqué, mais bon, on verra. Par contre, Leonardo, une dernière truc avant de partir. Rends-nous la Coupe du Monde 2006, frérot. Alors, ça, C'était pour la France ou pour l'Italie, toi, à l'époque? Alors, T'as quel âge déjà? Parce que je dis ça. Mais... moi, je suis 2001, j'ai 23 ans. Ah ouais. Ouais. J'ai toujours Trop été jeune. pour la France dans tous les sports. Bravo. Mais en fait, en 2006, bon, j'avais 5 piges, tu vois, j'étais gamin. On vivait à Nice et mon papa a fait une viewing party, on va dire, chez nous avec tous les voisins français. Je peux dire que quand il a fait péter les feux d'artifice, ça bardait. Mais Ah, il a raison, il célèbre au bout d'un moment. ah bah écoute, entre guillemets, il a eu le droit. Mais ouais, non, moi, pour la France en sport co, après, en sport individuel, je suis un peu pour tout le monde. Hein. Très bien. T'embrasseras ton papa en tout cas. Bah, bien sûr. Allez. Merci, Leonardo. Ça, c'est les coups de fil qu'on aime, ça. Bon, j'adore. La libre antenne sert aussi à ça, à discuter entre nous, entre copains, que vous appeliez de n'importe quel endroit. Je suis obligé de prendre Odel Zidane Senior qui vient de dire ce commentaire. Hâte d'avoir un auditeur malien qui passe en live et d'avoir Erwan qui chante le dimanche chez Bamako. C'est le jour du mariage. Non, mais non. Exceptionnel. Ah quoi? Non, bah non, je ferais pas ça. Tu connais une autre chanson malienne, Le toi, peut-être? dimanche à Bamako. famille, Badou et Marianne. Tu sais que Quel c'est tube. un excellent guitariste. Ah bah ouais, Guitariste de très haut niveau. bien sûr. Bah, il voit pas, mais il entend très bien. Ah oui, La non, guitare, mais, c'est mieux. au-delà de ça, On les c'est adore. un gratteux de très haut niveau. Tout à fait. Alors, on enchaîne. C'est reparti, les mecs. On va parler des petits Français. Eh oui, les petits Frenchies. Et donc là, Erwan, tu vas pouvoir me dire, eh ben moi, j'ai envie de parler de Moussa Diabaté. J'ai envie de parler de Moussa Diabaté, exactement. Parce que Moussa Diabaté, il était du côté des Clippers, il s'était signalé dans son style à lui, hein, en prenant un peu des miettes quand il y avait des blessés. Et il s'était déjà signalé, mais les Clippers ne semblaient pas lui faire confiance, même s'il montrait de jolies choses en G-League. Il s'est retrouvé du côté des Hornets un petit peu dans l'anonymat, voire complètement dans l'anonymat. Et encore une fois, Pépère, il s'est signalé parce que dès qu'il est sur le terrain, on le voit, Moussa Diabaté. Et ce que j'aime bien, c'est que dans ce basket où tout le monde veut aujourd'hui shooter à 3 points, veut mettre des points. Il y a une comparaison que j'ai vue sur une vidéo YouTube entre Dennis Rodman et Moussa Diabaté. Alors, les gens vont dire, wow, mais attends, non. Elle est excellente, cette comparaison. En même temps, ils sont d'un match à 1 point et 16 rebonds. Et oui, mais parce que dans l'état d'esprit, c'est ça. Aujourd'hui, en 2024, un mec qui est capable de mettre 1 point, 0 point, de prendre 12, 13 rebonds, ça veut dire que il sait ce qu'il doit amener à son équipe. Et il sait ce qu'il n'a pas à faire pour son équipe. Ou en tout cas, quand il n'a pas à le faire. Parce qu'il peut marquer. Hein, on l'a vu mettre 12, 13, 14 points. Et je trouve que dans ce basket, aujourd'hui, on ne vit que par les paniers marqués. Eh ben, je trouve ça exceptionnel. Son activité, ce qu'il fait, c'est les cannes qu'il a, comme il est capable de switcher défensivement aussi, parce que c'est pas qu'un contreur. Il est petit, il fait petit pour un intérieur, il fait 2m6, 2m7 max, mais il a des bras immenses, il est beaucoup dans l'activité, mais sur ce basket switch all, il peut défendre sur des 2, sur des 3, essayer de tenir des petits meneurs aussi. C'est un vrai bon défenseur de lecture, et puis c'est l'activité et l'envie. Il est français. Moi, si j'ai choisi de le prendre aussi, c'est que dans ce contexte français, équipe de France, je me dis, on n'a pas de profil comme ça, déménageur qui rentre 5-6 minutes. Il y a Mathias Le Sort. On l'a déjà, c'est Mathias Le Sort. Il y a Mathias Le Sort, mais qui est quand même plus large, qui est moins grand, qui a une expérience beaucoup plus importante, évidemment. Mais des longs comme ça, en tout cas, ça rajoute un asset. On va rien enlever à Mathias, qui est un des héros des Jeux Olympiques et qui a une place déjà au show. Et il n'y a pas de débat. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'en 2024, un pivot puisse se dire, je vais exister en faisant ce que les autres ne veulent pas faire. Je trouve ça génial. Et la preuve, c'est qu'on parle de lui et il s'est signalé avec des 19 rebonds, des 18 rebonds. Et voilà, en tout cas, je voulais souligner ça parce qu'au basket, il y a plein d'autres choses à faire que marquer des pantons. Tom Scro nous dit ce commentaire. En l'honneur de Diabaté. Il m'entraîne au bout de la nuit.
Moussa. Non, c'est nul, ça, par contre. C'est exceptionnel. Mais c'est la meilleure fin de la soirée. C'est de la merde. Moussa, c'est de la merde. il m'entraîne. Oui, j'ai compris. La NBA, la nuit. Non, mais qui ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Moussa. C'est un hymne. C'est de la merde. Si aux Hornets, les supporters peuvent apprendre un peu le français, Oh, non. mais ça, c'est extraordinaire. Tu veux faire chanter. Mais il m'entraîne au bout de la nuit. Moussa. Mais gros, c'est du génie. Mais t'as cru qu'il joue à Besançon, Moussa Diabaté? Non, il joue à Charlotte, c'est pas mieux. C'est bon. Watch out, hein. Watch out. Attends, Bezac. Il joue toujours là-bas, Freddy Ferdi prénom. Ferdi prénom? Ah, je sais pas du tout. Tu crois qu'il joue encore basket? Jamais de news, celui-ci, là. Qu'est-ce que je le croise à la Réunion pour qu'il fasse gros? Faut qu'on se parle, mais frérot, je te vois tous les 3 ans. Donne les news un peu, mec. Alors attends, Moussa Diabaté, qu'est-ce que je vais te dire déjà? Ça fait 5 minutes que je rigole. Il y a personne qui en pense du bien de Moussa Diabaté? Moi, Si, tout le monde. Ah. Moussa Diabaté ferait beaucoup de bien les équipes plus haut classées comme OKC ou Cleveland, nous dit Tic Tac. Tu vois, Rodman Vibe nous dit Xarcage. Tu vois, quand on parle d'OKC avec la blessure de Chet, attention, hein, sur des blessures, avec la blessure aussi d'Archenstein, qui est revenu d'ailleurs. Ah, mais ça, mon gars, tu prends des mecs comme ça, plug and play, vas-y, charbon. Et on l'a vu, attention, il a des mains, hein. C'est pas un manchot, loin de là. Non, il a clair. des petites mains proches du cercle. Ça, c'est des gars, quand il te manque une petite pièce dans le combat pour aller un peu, pour franchir des caps, c'est valeur sûre. Et j'espère qu'il va s'installer et qu'il va pouvoir faire une vraie belle carrière parce que, et il nous avait raconté, allez voir l'interview qu'on a faite de Moussa Diabaté il y a 2 ans, qui nous raconte son parcours. Il est arrivé, ça n'a pas été simple en high school, en Floride, de passer de high school en high school, d'arriver à la fac, à Michigan, ainsi de suite. Pas simple. Juwan Howard a joué un énorme rôle pour lui aussi dans ce qu'il est devenu comme joueur. Et honnêtement, il est attachant et il fait kiffer. Et toutes les équipes, elles ont besoin d'un gars comme ça. Clairement. Tout à fait. Absolument, ouais. Non, mais c'est vrai. Il est en train de se positionner comme le meilleur rebondeur défensif de toute la NBA, le mec. Mais c'est génial. Entre avec son temps de jeu et ses chiffres. Tu sais, il a ce truc de rebond il est incroyable. Il a ce truc à la Mathias. C'est rebond off et dans le cercle. C'est pas je veux remettre avec la planche, c'est dunk. Tu vois, c'est des animaux là-dessus. Et ça, ouais. ça fait kiffer. Clairement, il fait kiffer Moussa Diabaté. Vous nous dites dans le chat quels sont les joueurs français que vous appréciez. Alors Tom, attends, je regarde ton petit message pour savoir où est-ce qu'on en est. Bien sûr, Vincenzo nous a appelé et il va parler avec nous de ce français, de ce petit français. C'est Vincent ou Vincenzo? C'est Vincenzo. Salut Vincenzo, comment ça va? Salut, ça va et toi? Salut va, Vincenzo. tranquille. Je savais pas qu'on était aussi écoutés à Rome, quoi. Ah, pardon. Il m'a mis une semelle Ça sur va, le tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Bah alors, Salut les gars. On était en train de parler de Moussa Diabaté, du coup. Dis-nous, il te fait kiffer. Moussa, toi aussi. il fait kiffer. Bah oui. Il fait kiffer parce qu'il sort de nulle part, entre guillemets. Et comme tu l'as dit, Erwan, il a bossé. Et il s'est fait son trou. Et en NBA, on aime bien les joueurs pas unidimensionnels, mais qui ont un rôle. Et le rôle de Moussa, c'est de gober des rebonds. Le plus souvent offensif, et ça sert à l'équipe, ça sert au jeu, et c'est un rôle qui est ingrat mais qui fait sans rechigner à le faire, qui demande pas de ballon en attaque, et je pense que ça peut lui ouvrir une carrière qui peut être pérenne en NBA. Et moi je le comparais un peu à l'ancien coéquipier de Nicolas Batum à Charlotte, dont j'arrive plus à me rappeler du nom, qui gobait des rebonds, qui a fait pas mal d'équipes, mais qui se retrouvait toujours dans les équipes. Un pivot, j'ai besoin de vous sur le nom, mais je le compare un peu à ce type de profil-là. Il joue quel poste? 5. Un coéquipier Nicolas Batum? 5 d'origine africaine qui parlait français. Ah, Biombo. Exactement. Bismack. Dans la dissuasion en défense, gober des rebonds, avoir un rôle. Et je le vois bien évoluer comme ça et avoir sa place en NBA dans les quelques années à venir. En tout cas, il fait kiffer. Et avoir un mec qui prend des rebonds comme ça et qui kiffe prendre des rebonds, c'est génial. Ouais, puis je te dis, il est disponible, il vient poser des écrans, il roll, il court du cercle à cercle. Parce que quand on dit courir cercle à cercle, on a l'impression qu'il faut juste courir cercle à cercle et que t'es un grand. Mais non, mais courir, parce qu'il est ultra véloce, hein. Oui, c'est un vrai athlète. Courir comme ça. Vrai. Rebond, outlet, ou quelqu'un d'autre prend le rebond, courir vers le cercle, sprinter comme il le fait, ça met de la pression sur les défenses. T'obliges les mecs à replier fort. S'ils ne replient pas fort, t'as un lay-up. S'ils replient fort sur la transi, il y a des mecs qui vont arriver en transition, il y aura des tirs ouverts, il y aura des drives à prendre, et il y aura plein de choses qui vont se décanter. Donc en fait, on a besoin de mecs comme ça, de mecs qui courent, qui poussent vers l'avant. Parce que c'est ça aussi, courir, c'est pas juste vouloir
jouer vite, c'est mettre de la pression sur le repli défensif. Et si les mecs, il y a des équipes qui se regardent un petit peu jouer, qui font un peu qui la jouent un peu facile, eh ben tu peux les tuer juste là-dessus. Et des mecs comme ça, c'est archi important. Donc moi, c'est ce que j'adore aussi chez lui. Oui, il y a le rebond, oui, il y a le combat, oui, il y a remettre dedans, dunker, il y a tout ce qu'on voit visuellement, mais il y a tout le travail où il fait mal. La pose des écrans, il touche tout le temps l'adversaire. Il court tout le temps le premier sous le cercle. Tout ça, c'est des trucs qui sont pas comptabilisés dans les stats, mais qui font très mal à l'adversaire. Je vous redonne quand même ces stats là qui est sorti la semaine dernière et qui a bluffé tout le monde. Lorsqu'il n'est pas sur le terrain, Moussa Diabaté, les Hornets sont à 121 points encaissés au rating, ce qui serait juste la pire défense de l'histoire de la NBA. Voilà, je pèse les mots, c'est quand même incroyable. Lorsqu'il est sur le terrain, eh bien, ça descend à 96 points encaissés au rating. Et là, Nick Richards est blessé. Incroyable. Nick Richards est out pour la saison. Donc, il va jouer. Il a été prolongé pour la fin de saison. Il va jouer. Et tout ça. Là, le but pour lui, c'est de s'installer, de montrer assez pour que les Hornets lui donnent un bon contrat. Il va y arriver. Ou que quelqu'un d'autre lui donne. Il va y arriver. Bah, il a tout pour. Il faut des mecs comme ça en équipe. Et puis Nico nous confie que c'était alors il était encore un peu plus jeune et qu'il était un peu adolescent sur certaines choses, mais par contre que c'était un vrai bosseur, un vrai bon mec dans une équipe, quoi. Il n'y a pas de raison. Un dernier truc à rajouter sur Moussa, on parle de kiff. Je pense que ses coéquipiers, ils kiffent jouer avec lui aussi parce qu'ils peuvent shooter autant qu'ils veulent et il va ramasser tous les rebonds. Ça personne ne va rien lui reprocher. Non, mais ça c'est cadeau dans une équipe. Et Grant Williams aussi s'est fait les croisés, on a vu hier. En plus. Donc ils sont évidemment pas sur le même poste, mais Grant Williams peut te permettre de jouer avec 5 petits sur le terrain. Bon bah là malheureusement, croisé. Il va aller sur le banc. Et quelqu'un a parlé tu parlais de Bismack Biyombo. On rappelle que Bismack Biyombo, après ses fabuleux playoffs avec les Raptors, avait signé 70 millions de dollars. Donc il n'a évidemment jamais honoré. Il a pris l'oseille. Comme le rendez-vous qu'on avait avec lui un samedi matin à 9h du mat. Tout à fait. Faut jamais oublier que Bismack nous a mis le plus gros plan de l'histoire de First Team, tout simplement. Il n'y en a pas eu deux comme ça. Hein. Là, vraiment, le plan qu'il nous a mis, on a attendu des trucs. On était à la même soirée en plus la veille. Hein. Catastrophique. En même temps, il nous avait demandé de venir à 8h. Ça n'a aucun sens. Il n'y avait aucun sens cette histoire. On aurait dû dire non, en fait. C'est trop sympa. Passons. Est-ce qu'il y a un autre Français que tu veux citer, Vincenzo? Oui. Non, je laisse Bilal. Quelqu'un voulait parler de Bilal, donc. Vas-y, on peut en parler vite fait, si vous voulez. Je voulais mettre la lumière un peu sur quelqu'un de moins connu et qui fait kiffer quand même. T'as raison. Dans un domaine très spécifique. Et tu as bien fait, mon ami. Donc merci Vincenzo de nous avoir appelés. Et merci Vincenzo. Pour tout ce que vous faites, les gars, continuez. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Oui, aussi. Ciao. Salut. Ciao. Il y a aussi Lonzo Ball qui avait mis un plan, mais c'était un peu différent. Non, c'était différent, rien à voir. C'était pas dans le studio, c'était mal via fait, une agence, c'était un truc qui était mal fait. Là, Bismack, c'est message, texto, oui, demain, nana, c'est beat de très haut niveau, beat double décimètre. Hein. Ah, d'accord. Manuel Ferrara, si tu nous entends. Qu'on va bientôt voir d'ailleurs. C'est peut-être pour faire quoi? Une interview. Ah non. Dommage. J'avais un scénar, mais ça m'intéressait pas. J'avais pas le bon rôle. Allez, on enchaîne. Aïe, Kata. Allez, on enchaîne. On passe aux équipes, Erwan. On a parlé des joueurs qui nous faisaient kiffer et tout. Là, on va aller sur les équipes qui nous faisaient le plus kiffer. Alors, la première chose, c'est l'équipe qui te surprend le plus. J'imagine, bon, je vais te dire que t'as dit parce que je vois ta tête, c'est les Warriors que t'as pris. Je te connais. Bah non, j'ai fait un mea culpa. Excellent, rien écrit d'ailleurs. en hésito. Ouais, je les voyais pas à ce niveau-là. Dans cette conférence Ouest qui est une véritable jungle. Ils sont partis très fort, sur des bases à eux, avec des joueurs aussi qui ont step up. C'est toujours pareil, quand on se trompe, c'est parce qu'on voit des joueurs quelque part qui, depuis une saison, voire plusieurs, ne sont pas au niveau. Il y avait le départ de Klay Thompson qu'il fallait digérer. Ils l'ont plutôt bien géré avec l'arrivée de comment il s'appelle, de Buddy Hield. Donc voilà, on est et puis derrière tu surfes toujours sur ce. Alors ils sont plus que deux maintenant, mais comment Draymond Green et Steph Curry tiennent la baraque, le coaching XXL de Steve Kerr pour jouer quasiment à 11-12 qui est dans le basket du niveau du jamais vu, et ça marche bien maintenant en début de saison. Est-ce que ça va fonctionner jusqu'au bout? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont finir premier de l'Ouest? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils vont être champions? Je ne le crois pas. Par contre, le revival, les derniers, c'est nous offrir encore des victoires, des séries de victoires, des matchs comme ça. Ces mecs-là, on a vécu avec eux. C'était une partie. Les Warriors, quoi qu'on le dise, ça sera une partie de ma vie NBA. Et une très belle. Donc, les revoir comme ça, ça me fait kiffer.
Très bien. Bon, les Warriors, on en a beaucoup parlé, c'est bien normal. L'autre équipe, moi, que j'ai choisie, en fait, tu vois, quand je faisais la liste, je me disais, il y a des équipes que j'aime bien et tout, mais si je suis pas les Cavs, c'est qu'on rate quelque chose quelque part. Personne n'imaginait qu'ils puissent faire 14 premier de victoires l'Ouest, d'affilée. le premier de l'Est. Tout à fait. Et puis, c'est deux équipes qu'on n'imaginait pas. À pareille fête, on pense toujours d'ailleurs, play-in en fin de saison pour les Warriors. Autant les Cavs, on les imaginait avec l'avantage du terrain, ou en tout cas la bataille pour l'avantage du terrain. 14-0, deuxième meilleur départ de l'histoire. Et maintenant 17-1, parce qu'ils partent à Boston. Ah, ça arrive. Est-ce que ça va enchaîner? Hop, ils se remettent d'aplomb. Il y a des matchs, des hauts, des bas, des trucs. Donovan Mitchell, parfois, l'équipe allait de très très haut niveau. Kenny Atkinson fait un travail immense. C'est une équipe qu'on devrait retrouver pendant très longtemps à la première place de la conférence Est. Il y a quand même un truc qui est terrible, c'est que là, ils prennent un départ historique et tout. Et les Celtics, ils ont que deux défaites de trucs. Hein. Ils sont terribles, les autres. Ils dorment pas, les autres. Ils sont 14-3, ils sont terribles. Hein. Les autres, ils sont en pilotage automatique, c'est comme ça, dans le scénic. Voie de gauche. Incroyable. Mais bon, donc la saison est encore très très longue, mais entre les résultats, la qualité du basket proposé, on en a parlé tout à l'heure avec Evan Mobley, avec vraiment une équipe qui vit très très bien, avec des inventions de joueurs, avec des mecs qui font kiffer, avec des Ty Jerome. Ty Jerome, il aurait clairement pu être parmi les joueurs du début là. Ty Jerome, il est exceptionnel. Ça, il est dans le 5 avec la blessure de Garland, machin. Il enchaîne les matchs à plus de 25. Il est très fort. Très 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 fort. Mais il était absent, il revient. Ouais. Enfin, il se passe un truc à Cleveland, à confirmer honnêtement. Pour moi, Ty Jerome qui est aussi fort. Ouais. On l'a vu faire des petits trucs par-ci, par-là. Mais Ty Jerome aussi fort dans une équipe aussi bien classée, c'est que collectivement, ça va très bien. Ça, c'est clair. Voilà, parce que Ty Jerome, c'est pas genre, donne-moi la balle, cassez-vous, donne-moi juste un mec pour un pick and roll et ça va rouler. Non. Ty Jerome, pour moi, c'est typiquement le mec qui incarne le fait que collectivement, les Cavaliers sont peut-être pour l'instant la meilleure équipe la meilleure équipe NBA. En tout cas, sur le bilan. Clairement, il a mis 26, il ressortait du banc le mec. 9-14 au tir, 4 sur 8 après son match. Et puis grande confiance en lui, grand sourire, le kiff quoi. Ah ouais. Il a bien sa place dans cette émission lui. Ah bah ça dans c'est cette clair. Vidéo, du moins. Bien sûr, absolument. Alors attends, je regarde si vous avez des petites questions. Tom, tu me dis si tu as quelqu'un qui veut passer avec plaisir pour parler des équipes pendant qu'il m'envoie des conneries là. Ouais. On se réserve un petit débat sur l'Est bientôt. Conférence Est là. Cette belle conférence là, pleine de pleine de charme. Vache. Écoute, bon. Je préfère regarder Gladiator 2 ou la conférence Est. Très dur. Cata. Alors, on enchaîne avec deux trucs parce que il y a beaucoup de Warriors qui sont sortis, il y a beaucoup de Cavs, comme on vient d'en parler. Il y en a qui parlaient aussi d'Orlando. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure avec Franz Wagner. Je vous cite les équipes que vous avez citées et beaucoup d'équipes de la conférence Ouest. Donc, tu vois, il y avait les Rockets, il y avait les Clippers qui sont beaucoup sortis, dont on reparlera très bientôt. On espère que David, n'importe quoi. Nicolas Batum va nous appeler dans une ligue frontaine. Pourquoi David? Non, mais the fuck. Peut-être lundi. David. Mon daron, il appelle en fait. Ouais, ou David Blatt. Bon. Plutôt David Blatt du coup. Il aura plus de choses à raconter. Ouais. Sauf si on parle de musique. Ouais, ou d'autres choses. Comme quoi? Conseil en couple. La vie. N'importe quoi. Donc voilà, les Spurs aussi, vous les avez cités tout à l'heure. Et les Grizzlies, ils sont 7e. Hein. Mais eux, quand on parle de culture, alors je sais qu'ils n'ont pas de titre de champion. C'est à 17. Eux, dans la culture de je tank pas, je trouve des solutions, je fous des mecs sur le terrain pour essayer de maintenir une forme d'ambition. Un jour, il faudra se pencher dessus. Alors, je sais que c'est pas le plus bling-bling, mais quand même, j'ai rarement vu une équipe enchaîner autant d'ailleurs, j'ai jamais vu une équipe enchaîner autant de blessures en 2 saisons, 1 saison et demie, et continuer à vouloir essayer de bien jouer au basket. Absolument. Bon, dernière question du soir. Quant à nos surprises de ce début de saison, là pour le coup, Erwan, je veux que tu me donnes ton équipe surprise, celle que t'attendais vraiment au bout du relax et qui finalement gagne des matchs. Les Pistons. Pistons, franchise historique, 3 fois champion de NBA, on s'en souvient, avec les Bad Boys, ensuite avec Billups et les deux Wallace, notamment. Et là, ça fait des années qu'ils sont dramatiques. L'année dernière, ils font la pire série de défaites de l'histoire. C'est pas rien quand même. Ils se font même foutre de leur gueule par Kyle Kuzma. C'est pas rien quand même. Une draft, sans grande saveur. Un premier choix de draft depuis quelques années qui est Cade Cunningham, qui est bon, mais qui est un peu isolé. Un nouveau coach qui arrive. On a vu ce qu'il avait fait avec Cleveland et on voit ce que Cleveland fait sans lui. On se dit, mais où ils vont? Là, je parle même pas de Monty Williams. Enfin, il y avait tout pour que ce soit une nouvelle année noire côté Détroit. Et en fait, pas du tout. Et ça,
faut savoir aussi le mettre en avant. Cette équipe-là, au bout d'un moment, elle force. J'aime bien souvent dire ça, mais parce que c'est la réalité. Quand dans le haut niveau, individuellement ou collectivement, savoir forcer son destin. Et ces Pistons, je pense qu'ils en ont plein le cul qu'on se fout de leur gueule. Et qu'il y a certainement dû avoir des discours, des changements d'attitude, parce qu'ils ont des jeunes joueurs talentueux, et en tout cas, ils prennent des matchs. Alors, ils bénéficient, j'imagine, évidemment, du niveau minable de cette conférence Est, mais ça, c'est pas leur problème. Tu sais, quand t'es tout au fond j'allais dire la conférence Est, mais c'était même pas la conférence Est, quand t'es tout au fond de la NBA, et que t'es un peu vraiment l'équipe dont tout le monde se fout de ta gueule, on s'en fout de pourquoi, du comment tu remontes. L'important, c'est de remonter. Et je trouve que voir Détroit gagner des matchs, un peu plus, en tout cas beaucoup plus même que ces dernières saisons, bien sûr. Eh ben, c'est une très bonne surprise et une belle surprise de ce début de saison. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont dans la course au play-in, ils sont 11e de la conférence Est, mais ils ont le même bilan là. Ils sont à 7-11 que les Bulls, que les Bulls, mais ils ont autant de victoires que les Nets, les Pacers et les Hawks, qui sont à 7-10, et les Hawks sont 7e. Donc ils sont dans la course. Je vais donner d'ailleurs leur programme pour voir s'ils vont peut-être continuer à grimper. Ils vont jouer contre les Raptors. Je crois que c'est ce soir, si je dis pas de bêtises. Ouais, ce soir. Ensuite à Memphis et à Indiana. Et ensuite contre Philadelphie. Après, c'est Milwaukee, Boston, New York. Bon courage pour la suite. Ben là, il y a des matchs à prendre. Il y a des matchs à prendre. Et des matchs consistants. Voilà. Dernière équipe, voilà, avant d'enchaîner avec avec Tatum, est-ce qu'il est en passe d'être MVP? Je vais faire simple, mais je vais quand même parler des San Antonio Spurs, qui, au-delà de leur bonne saison, parce qu'ils font un bon début de saison, c'est qu'ils m'ont rassuré en l'absence de Victor Wembanyama. Le match contre les Warriors, avec le tir de Chris Paul, qui a l'air d'être, à 39 ans, immortel. On a quand même des queumés en NBA qui ont 39-40 piges. Donc 40 pour lui bientôt et 40 pour LeBron, qui sont encore hyper influents, à des degrés différents. Je pense qu'il va falloir s'y habituer. Mais entre les mecs qui partent très très tôt parce qu'ils sont tout le temps pétés et tout, et donc à 30 ans on les voit plus dans la ligue, et ces superstars Hall of Famer, les meilleurs joueurs à leur poste et tout dans l'histoire, qui arrivent à 40 ans, donnons beaucoup de crédit à tous ces vieux là, hein. Parce que KD, il va continuer lui aussi, on pense qu'il va jouer jusqu'à 40 ans. Il y en a beaucoup, des mecs comme ça. Donc, beaucoup de crédit à Chris Paul, à son hygiène de vie et tout. Tu veux donner du KD à KD? Exactement, c'est une très bonne idée. Donne-lui du KD. Moi aussi, si je peux prendre un peu de KD, ça me fera peut-être gagner à la Hoops Factory. Parce que ça fait longtemps. Mais ouais, crédit. Le body language, Tom, il est important à la Hoops Factory. C'est ce qui fait gagner. Pas du tout, en fait. Ouais, sinon, je gagnerai jamais. C'est clair. Ils sont à 9-8 et ils sont 10e de cette conférence Ouest. Et puis, ça se passe bien. 3 victoires consécutives avec un Victor qui vient juste de revenir et qui fait encore un énorme match. Vous avez vu la stat, hein, il prend autant de tirs à 3 points que de tirs à 2 points. Ça peut nous frustrer, mais en tout cas, cette équipe marche bien. Le retour de Devin Vassell leur a fait beaucoup de bien. Cohérente. On a parlé de Stephen Castle un peu plus tôt. On aime Keldon Johnson en sortie de banc qui apparemment... En tout cas, lui, il vient pour game. Tu vois ce que je veux dire? On adore Harrison Barnes. Harrison Barnes, là, depuis 3 matchs, il est exceptionnel. On le retrouve à des standards de très haut niveau. Il a rigolé en interview d'après-match. C'est pour te dire comment ça va bien, quoi. Ça marche bien, les antidépresseurs, hein, quand même. Ça marche très très bien. Oh. Je sais pas comment il est heureux, le mec. Lui, ses antidépresseurs, c'est mettre des pantons, j'ai l'impression. Ah bah, c'est pour tout le monde, hein, ça, j'imagine. Mais donc voilà, bref, les Spurs font partie de ces équipes. Passionnant, je vous cite les autres équipes que vous m'avez dites, là, dans le chat. Tac. Vous avez parlé de Memphis, donc on en a parlé, des Clippers et du Magic, parmi ces petites équipes qui nous surprennent malgré les blessures, continuent à être tout en haut des différents classements. Voici nos kiffs de ce début de saison 2024. Sachez que d'ici un mois, on fera la course au MVP, on se fera un gros bilan des Français avec une longue page sur nos rookies qui sont très nombreux et qui sont plutôt bien, je trouve. Hein, tu vois, que ça a été bien. Hein. Zachary est bien dans sa saison. Bref, vous connaissez tous les noms et on aura le temps d'en rediscuter. Bon. Et puis surtout, si vous regardez en replay, dites-nous ça m'intéresse. Dites-nous absolument en commentaire ce que vous pensez de tout ça et de faire la liste qu'on a faite là et nous donner des joueurs et des équipes. Il fallait finir sur quelque chose, Erwan. Il y a 2 commentaires exceptionnels que je vais devoir te donner. La première chose, c'est celui-là, il est extraordinaire, c'est Apula Edel, le fameux. David et Dominique Abotret, c'est top 3 des dieux all-time. C'est un vrai commentaire d'un mec qui a mis... Alors là, c'est... Comment il connaît le nom de ma mère déjà? Parce que tu le cites tous les lundis, peut-être. Doumé, ok. Ouais. Non, voilà, malheureusement, c'est pas un top 3 all-time, non. C'est ce qu'ils... En tout cas, c'est ce qu'ils avaient décidé de ne plus l'être en 91. Un one-two punch pendant 10 ans, ouais. Hein? Un one-two punch de 10 ans, ça vaut. Ouais, avec 2 titres. Avec deux titres. 82, 84. 2 titres, bravo. Et puis il y a Achille là, qui nous dit ça c'est sur le Discord, il a dit « Je vous appellerai bien pour parler basket, mais je viens de me faire larguer, alors je pense que ça plairait plus à Erwan. »
Bah, mon gars, on T'as s'en de l'or. remet toujours, mon Achille, t'inquiète pas. Il y a v'là les meufs. Et des meufs très bien dans ce monde. Voilà les mecs, hein, parce que t'es pas précisé si c'était une Ah, meuf. c'est vrai, pardon. Ah oui, Erwan. Viens avec ton temps, là. Ah ouais, ou pas. Bon, bref, c'était nos kiffs du début de saison. Voilà, reste avec nous cette semaine pour un maximum d'actu NBA.